Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 août 2025 et notre ami Alastair Crooke est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alastair. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alastair, je voudrais commencer par la situation en Ukraine. Nous avons eu une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Et juste après, les Européens, accompagnés de Zelensky, se sont rendus aux États-Unis pour discuter avec Trump. Quel terrain d'entente toutes ces parties, je parle des Européens, des États-Unis et de l'Ukraine avec la Russie, peuvent-elles trouver pour travailler ensemble? Voyez-vous un terrain d'entente? Tout d'abord, je tiens à dire que votre voix est un peu hachée de mon côté, mais c'est suffisant. Oui, mais il faut être clair sur ce qui s'est passé à Anchorage, en Alaska. Et en grande partie, cela manque parce que les gens ont abordé cela, comme d'habitude, avec une approche occidentale, laïque et rationnelle. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui a été convenu? Quels sont les points sur lesquels il y a eu accord? Et je pense qu'en réalité, d'une certaine manière, ils ne voient pas l'essentiel, car ils passent à côté des choses les plus importantes qui se sont produites en Alaska. D'ailleurs, les choses les plus importantes sont psychologiques, non pas rationnelles ou mécaniques. Elles sont psychologiques et essentiellement symboliques. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont Trump, à son arrivée, a traité Poutine et la Russie a été déterminante. Pendant toutes ces années, depuis de nombreuses années maintenant, les Européens ont imposé ce qu'ils appellent un cordon sanitaire. En d'autres termes, un boycott de la Russie. La Russie arrive, des délégués russes entrent dans une salle pour prendre la parole, tous les Européens se lèvent et quittent la pièce. Ils n'écoutent pas. Ils n'entendent pas. Pour eux, la Russie est, si l'on veut, au mieux une entité criminelle, peut-être même un criminel de guerre. Ils ont donc créé une sorte de barrière autour de la Russie, non seulement une diabolisation, mais aussi un mépris pour la Russie en tant qu'État et pour Poutine en tant que personne. Et ensuite, qu'avons-nous vu? Qui d'autre a bénéficié de ce traitement? Le président des États-Unis, Trump, a en fait rencontré Poutine sur le tarmac. Pas un ministre des Affaires étrangères, pas quelqu'un d'autre. Mais Trump lui-même est allé accueillir Poutine à sa descente de l'avion. Ils sont repartis ensemble et il y avait des preuves pour quiconque regardait les images télévisées en provenance d'Alaska. Il a traité Poutine avec respect, a été amical et il y avait presque, vous savez, on pouvait voir qu'il y avait une empathie entre les deux hommes. Et cela est symboliquement extrêmement important. On ne peut pas revenir en arrière après de telles images. Ces images marquent un tournant. La Russie a brisé, si l'on veut, ce cordon sanitaire imposé par les Européens. Je veux dire, il y a toujours des sanctions et des tarifs, bien sûr. Mais l'isolement réel, le boycott de la Russie, n'a plus de sens après avoir vu, vous savez, le président américain l'inviter aux États-Unis et lui dérouler le tapis rouge, lui serrer la main, l'accueillir de manière très amicale et ouverte. Et plus encore, probablement au grand effroi de son service de sécurité, il a dit « Allez, partage ma voiture, on y va ensemble. Je crois qu'elle s'appelle la Bête, mais on y va ensemble. » Et vous savez, il y a eu beaucoup de cris et des gens qui disaient que c'était une faille de sécurité. Franchement, qui s'en soucie? Cela a complètement changé la donne. Donc c'était, si vous voulez, la première chose à ce sujet. Maintenant, ce que je dirais, et c'est là que j'aborde, si vous voulez, les aspects plus psychologiques de la question. Trump, d'une certaine manière, est devenu un mythe, une figure mythique. C'est quelqu'un, et son grand ami Steve Witkoff, a un jour dit que Trump croit que sa présence très imposante,
peut réellement pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement, simplement à cause de la présence de Trump. Il semble avoir une présence dominante et il existe un mythe autour de lui. Que veux-je dire par mythe? J'entends vraiment un mythe au sens où, dans l'ancien monde, un mythe était toujours censé donner un sens intérieur, si vous voulez. Il devait représenter une qualité, quelque chose qui dépassait la normalité. Et nous pouvons tous le voir. Je veux dire, c'est évident même pour les Occidentaux les plus rationnels, que Trump, sa carrière n'est pas celle d'un politicien ordinaire. Il a, vous savez, survécu à des tentatives d'assassinat. On a essayé de le faire dérailler. Il est toujours revenu, presque à chaque fois, vous savez, aux moments les plus inattendus. Combien de procès y a-t-il eu contre lui? Impossible de les compter. Et pourtant, il est revenu. Donc il est en un sens une sorte de figure mythique qui a vraiment réussi à surmonter tout cela. Et vous savez, les mythes ne sont pas nécessairement factuels, ils ne sont pas forcément exacts. Ils contiennent en eux quelque chose d'une vérité. Et peut-être que cette vérité concerne toutes les parties de lui que le reste de l'Occident déteste. Parce que, d'une certaine manière, comme le disait Carl Jung, on crée ses propres ombres, ses propres démons que l'on descend combattre aux enfers. Mais en réalité, ils viennent de nous. Elles viennent de votre propre esprit. Donc Trump possède une sorte de qualité particulière, une sorte de présence imposante. Et si vous voulez voir ce que je veux dire exprimé en termes concrets, regardez les vidéos de la réunion suivante à la Maison-Blanche avec les Européens, où ils sont tous assis en ligne sur de petites chaises droites dans le couloir, attendant d'entrer dans le bureau du directeur. Je veux dire, vous voyez, c'est aussi une image qui va changer la réalité. C'est une image. Ils se tenaient tous à carreau. Revenez en 2019 lorsque vous aviez l'image de Trump assis là, les bras croisés, et la chancelière allemande, ainsi que tous les Européens, se tenant debout, penchés sur lui, lui faisant la leçon du doigt. Et quelle image avons-nous vue aujourd'hui? Une sorte de collégien, assis sur des chaises devant le Resolute Desk, après avoir été autorisé à entrer depuis le couloir. Cela me rappelle mes années de collège, quand j'allais dans le bureau du directeur. Donc je veux dire, ce sont des images qui modifient la réalité. Et elles étaient symboliquement extrêmement importantes. Mais il y a autre chose, et je pense que cela explique beaucoup de choses. Si vous pouvez comprendre ce dont je parle, en évoquant, vous savez, le fait que certaines personnes deviennent des mythes, dans le sens où elles possèdent une sorte de pouvoir inhérent supérieur à la normale sur les autres, qu'elles ont soit du charisme, je veux dire clairement, et je veux que ce soit très clair. Vous savez, Trump n'est pas Dieu ni un Dieu mythique. Trump is not a god or mythical god. He is a real estate oligarch. C'est un oligarque de l'immobilier qui n'a pas vraiment un sens très cultivé de ce qui est beau ou non, et il a un ego surdimensionné. Mais néanmoins, historiquement, des personnes qui ont ensuite été portées au nu et considérées comme de grandes figures ont en réalité, dans la pratique, été des hommes tout à fait ordinaires et ont souvent été peu appréciés de leur vivant. Je veux dire, l'histoire américaine en compte aussi plusieurs exemples. Donc il n'est pas, vous savez, c'est juste un être humain ordinaire. Mais il a, et Witkoff a peut-être raison. But he does have, and Witkoff perhaps is right. I mean, as I say, you've only looked at what Je veux dire, comme je l'ai dit, il suffit de regarder ce qui s'est passé à la Maison-Blanche ces derniers jours pour voir tous les Européens se courber, oui monsieur, devant lui. Et c'est ce que j'entends par mythique. Cependant, et c'est le deuxième point que je veux vraiment souligner, qui commandait? Qui vous a semblé être une figure véritablement, clairement, dominante à Anchorage? C'était Poutine. Poutine possède lui aussi certaines de ses qualités mythiques. Je veux dire, c'était une personne complètement différente, une figure totalement différente de celle de Trump. Les personnages sont différents.
But they did have, and I think in a Mais ils avaient, et je pense qu'en un sens, c'est le lien, si vous voulez, qui existe entre Trump et Poutine, que Trump reconnaît en Poutine un père, un égal, une personne dotée aussi de qualités mythiques. Ce n'est pas une question de pression ou de compromat, comme l'Occident ne cesse de le dire, il l'a reconnu et l'a traité en conséquence. Et voilà, regardez le contraste. Les Européens, en quelque sorte, assis en file à la Maison-Blanche, et lors de la conférence de presse, qui a pris la parole en premier, c'était pas Trump, c'est Poutine qui a parlé en premier, avec beaucoup d'assurance et en maîtrisant parfaitement la situation. Il était à l'aise, il avait une présence. On peut s'arrêter là? Et je pense que c'est quelque chose qui existe entre eux. This is something that exists between them. And this is why I say something that, we have to. Et c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose que nous devons essayer de prendre en compte pour comprendre cela. Pas seulement de manière rationnelle. Oh oui, Poutine et Trump se sont rencontrés et blablabla, voilà ce qui en est ressorti. Non, il en est ressorti quelque chose de plus, quelque chose qui a réellement changé toute la donne. Et ce qui en est ressorti était aussi très important et très symbolique, car il ne s'agissait pas d'un plan, ni d'un accord détaillé avec un document listant 20 points. Ce qui en est ressorti, c'est, je pense, ce qu'on pourrait appeler une compréhension ou un cadre de compréhension et d'intérêt commun qui a émergé de cette rencontre. Alors, quel était l'accord de base? Et c'est pourquoi il n'avait pas besoin d'être détaillé à ce moment-là. And this is why it didn't need elaboration at that point. It was a very simple understanding. Il était très simple de comprendre que le conflit gelé qui pèse sur cette situation, si vous voulez, et qui empêche tout progrès vers une quelconque avancée sur la question ukrainienne, le conflit gelé sur les lignes de contact existantes serait résolu. Et ensuite, plus tard, ce serait terminé. C'est fini. Partie terminée. Et Trump l'a clairement indiqué. Il se rallie à l'idée de Poutine d'une solution politique négociée qui s'attaquera aux causes fondamentales du conflit et ne se limitera pas simplement à une sorte de partage, du genre « voici une moitié, voici l'autre moitié ». Pas simplement un échange de territoire, mais quelque chose de plus vaste. Et je pense que Poutine l'a exprimé très clairement. And I think Putin has made that very clear. Not only, I don't know what he said exactly, of course, to Putin. Non seulement, je veux dire, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, bien sûr, à Trump, mais plus tard, lorsqu'il a informé les notables russes à ce sujet, il a été très clair qu'il y avait d'autres aspects. Il y avait l'Alaska, l'Arctique, et c'était évident, d'après le type de personnes qui participaient. Vous savez, le ministre des Finances, Kirill, et Dmitry Akiv, le directeur de leur fonds souverain, qui en fait parle américain. Je veux dire, il a travaillé chez Goldman ou dans l'une de ses banques. Je crois que c'est Goldman Sachs. Et donc il sait comment parler à Trump et à Witkoff dans un langage qu'ils comprennent et apprécient. Et il y en avait d'autres. They understand and they like. And there were others. And what came out of it is, but just before the. Et vous savez, ce qui en est ressorti, c'est que, juste avant la réunion, d'ailleurs, il y a eu un décret signé par Trump qui revenait sur la question et traitait en quelque sorte de la participation à moitié d'Exxon dans un champ arctique, comme une sorte de mesure préparatoire. Mais voici ce que Poutine dit à Trump. Écoutez, l'Arctique, les terres rares, le pétrole, le gaz, tout cela, nous pouvons l'explorer ensemble. Et cela vous apportera, je veux dire, vous pouvez aussi avoir le Groenland, si vous le souhaitez. Mais il y a là de véritables milliards et milliards de dollars potentiels pour l'Amérique. Mais il faut aussi que nous examinions l'architecture de sécurité plus large de l'Europe. Parce que c'est cela, au fond, qui est à l'origine du conflit et des tensions pour la Russie et en Asie centrale. Le fait est que l'accord conclu à la fin de la guerre froide, selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce au-delà des frontières de l'Allemagne, a été abandonné. Et à la place, ils se sont étendus jusqu'en Ukraine. Je sais qu'on présente toujours les choses autrement, mais en réalité, ils ont organisé un coup d'État,
placé leurs forces par procuration en Ukraine et à Kiev, puis ont commencé à envahir essentiellement les régions peuplées de Russes en Ukraine, dans le Donbass. Donc si l'on veut, c'est l'invasion par l'OTAN qui est vraiment à la racine de tout cela. Le mouvement et l'expansion continuent. La Finlande vient tout juste de rejoindre, élargissant considérablement la frontière entre la Russie et l'OTAN. Cela doit donc être pris en compte, tout comme les armes nucléaires et les missiles de portée intermédiaire. Poutine prend cela très au sérieux. Je le sais parce que je l'ai entendu en parler personnellement à une occasion. J'étais dans la pièce lorsqu'il s'exprimait, et il prend cela très au sérieux. Et c'est compréhensible, car c'est vraiment un sujet très grave, en particulier pour les portées courtes et intermédiaires, mais aussi pour le traité START, qui doit expirer assez bientôt. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'en réalité, cela avantage Trump, car la situation était tellement inextricable qu'il hésitait à s'impliquer de nouveau en Ukraine. Vous savez, la semaine précédente, le moment où Witkoff est allé organiser cette réunion, il était vraiment hésitant à le faire, parce que c'est tellement inextricable. Mais ensuite, en partie à cause d'Epstein, en partie à cause du Sénat, en partie à cause de l'État profond, toutes ces pressions sur lui, il a décidé, vous savez, je dois juste le faire. Il faut que ce soit fait. Il faut qu'on sorte de là, et je dois faire une concession. Comme il l'a dit à l'un de ses interlocuteurs, au MAGA. Parce que vous savez, il n'y a pas que Epstein, il y a aussi ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi, vous savez, la menace d'une nouvelle guerre. C'est ce qui agite sa base. Je veux dire, et ce n'est pas seulement MAGA, ce sont aussi les jeunes Américains. Je veux dire, le groupe démographique crucial des jeunes Américains jusqu'à 35 ans, leur position évolue vis-à-vis d'Israël et elle évolue aussi vis-à-vis de l'idée des guerres. Et c'est vraiment une question existentielle pour Trump, avec les élections de mi-mandat qui approchent, car il n'a, je crois, qu'une marge de 3 sièges dans les 2 chambres, au Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants. Je veux dire, vous savez, cela peut changer. 300 millions de dollars dépensés ici, 300 millions là par l'opposition. Qui sait quel sera le résultat? Donc je pense qu'au final, il a senti qu'il devait le faire. Et il y a un avantage pour Trump à agir de cette manière, dans laquelle Trump permet à la Russie de forcer la question, d'imposer militairement une solution à Zelensky, à l'Ukraine et aux Européens, de l'imposer par la force militaire aux populations pour obtenir ce résultat. On ne sait pas combien de temps cela prendra, ni même si cela se produira vraiment, mais c'est clairement dans l'intérêt de Trump. Rester en retrait et laisser Poutine imposer une issue. Et ça s'est déjà produit auparavant, si l'on remonte à 1944, il y a longtemps, mais c'est ce qui s'est passé lors de la guerre avec la Finlande. Finalement, l'armée soviétique a imposé une issue. Il y a eu un accord, une certaine partie du territoire a été cédée, etc., etc. Donc je pense que Trump voit cela comme un avantage. Et donc l'accord, si on peut l'appeler ainsi, mais en réalité, ce n'est qu'un cadre intellectuel. Il n'est pas défini, il n'y a pas de détails. Je pense que Trump a simplement dit, écoutez, poussez dans ce sens. Obtenez un résultat en Ukraine, parce que cela n'arrivera pas autrement. Je veux dire, un conflit gelé, où est la solution là-dedans? Ça n'arrivera pas. Donc Trump dit en fait, je me retire, je pars, je me désengage de tout ça. À vous de jouer, vous pouvez le faire. Et moi, à ma manière, je vais gérer les Européens et gérer le Sénat et tout cela. Et comment fait-il cela? Comment gère-t-il la situation? Eh bien, à la manière de Trump. C'est tout ce que je peux dire. Il inonde la sphère de l'information de tellement de bruit que personne ne sait vraiment s'il arrive ou s'il part, s'il quitte l'Ukraine ou s'il y retourne. Et les Européens repartent assez confiants jusqu'à ce qu'ils découvrent
qu'en réalité, il n'y a aucune garantie de sécurité significative venant des États-Unis, des garanties sur lesquelles il comptait lors de cette réunion. Donc je pense qu'il essaie de gérer ces pressions qui pèsent sur lui. Et c'est important aussi pour Poutine, car vous savez, Poutine n'est pas sans pression et il subit aussi des pressions de la part de certains. Et vous savez, il y en a beaucoup qui sont de fidèles Russes, loyaux envers Poutine, mais qui craignent qu'ils soient poussés ou contraints à accepter un Minsk III, c'est-à-dire un nouveau compromis du même genre que celui qui a finalement conduit à une reprise de la guerre, et que toutes les pertes humaines subies par la Russie jusqu'à présent n'auraient pas suffi, et qu'il faudrait à nouveau sacrifier la vie de jeunes hommes d'ici quelques années, après que l'Occident aurait réarmé les Ukrainiens, etc., et les aurait aidés à progresser. Donc je pense qu'il est important de dire, tout d'abord, que le fait que le projet propose une solution, pour la première fois, du moins il existe un cadre, n'a pas encore été concrétisé. C'est juste une sorte d'encapsulation, et il n'y a pas les détails dedans. Et il ne peut probablement pas y avoir les détails, parce qu'il y a tellement de pression, tellement de ce qui agissent sur ces deux principaux acteurs en ce moment, que cela va devoir avancer ainsi. Donc, il n'est pas du tout inévitable qu'il y ait un succès. Je veux dire, on pourrait finir par revenir à l'escalade, parce que les personnes qui s'y opposent pourraient essayer de tout faire capoter en menant une action provocatrice contre la Russie ou autre chose, ou en essayant, si vous voulez, de ruiner l'accord en imposant des sanctions et des pressions supplémentaires sur la Russie. Je veux dire, il y a plein de façons de mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est au moins le genre de cadre qui pourrait ouvrir la voie à l'avenir. Et cela s'est produit, comme je l'ai dit, d'abord à cause de l'impact psychologique que Trump a créé en saluant la Russie comme une grande puissance égale et en la reconnaissant comme telle, ce qui est énorme. Et c'est aussi, je pense, son acceptation que Poutine était de la même stature que lui et qu'il l'a traité avec déférence et respect. Cela a jeté les bases d'un certain degré de confiance entre eux deux. Est-ce suffisant? L'une des grandes difficultés avec Trump, c'est qu'il est tellement imprévisible. Cela fait partie de son caractère. Je veux dire, il dit une chose et faillit tout faire exploser quand il arrive à la Maison-Blanche et commence à dire « Eh bien, je n'exclurai pas des troupes au sol en Ukraine. » Et vous savez, oui, il y aura une sorte de force de sécurité américaine, et Rubio doit passer derrière lui en disant « Écoutez, calmez-vous, tout le monde se calme. » Il n'y aura pas de troupes au sol. En fait, comme il l'a dit très clairement, l'Amérique ne va plus fournir d'armes ni d'argent. Si des armes sont envoyées en Ukraine, ce sera aux Européens de le faire. S'il doit y avoir des garanties de sécurité, ce seront les Européens qui devront les offrir de leur propre chef, sans retour en arrière. Oh, l'Amérique pourra coordonner un peu, mais elle ne va pas servir de garantie de dernier recours. Et c'est le mot-clé, car tous les Européens savent qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ne peuvent pas vraiment aller en Ukraine, comme force de maintien de la paix ou autre, s'ils n'ont pas l'assurance d'un soutien, que l'Amérique viendra les appuyer. Et cela a été dit très clairement. Il n'est pas question que nous vous servions de garantie de dernier recours sur ce point. Vous voulez le faire? Allez-y. Mettez votre argent, vos armes, prenez les choses en main. Bien sûr, l'Europe ne peut pas faire cela. En fait, je veux dire, vous savez, c'est une situation ridicule dans laquelle l'Europe s'est mise. À mesure que l'Amérique s'éloigne de sa pleine hégémonie, elle laisse aux provinces périphériques de l'Europe le soin d'assumer le fardeau de l'Empire dans cette partie du monde. Ils n'ont pas l'argent. Leurs stocks d'armes sont pratiquement vides. Donc, je ne pense pas que ce soit réaliste ou même sérieux. Vont-ils finir par accepter cette position
ce qui s'est passé à Anchorage. Je ne suis pas sûr qu'ils en soient capables. At Anchorage, you know, I'm not sure that they're capable. The narrative, the American, Le European, récit américano-européen, selon lequel nous sommes forts, ils sont faibles, est tellement ancré dans une grande partie du discours et de la pensée occidentaux que la plupart des gens ne disposent même pas, vous savez, des faits. Les faits qu'ils continuent d'énoncer doivent être adaptés au récit « nous gagnons », ils perdent. Il sera donc très très difficile pour les Européens d'accepter cela, en particulier pour les Européens d'accepter que non, nous sommes en train de perdre. Cela va être extrêmement difficile et avoir de grandes conséquences politiques, ce qui explique pourquoi ils sont dans un tel état de désespoir et se précipitent comme des enfants à Washington pour essayer de voir s'ils peuvent faire revenir Trump sur sa position. Trump from his position. So, you know, there may be retribution coming. Donc vous savez, il pourrait y avoir des représailles à venir qui bouleverseraient tout ce processus. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de retrait ukrainien du Donbass, la guerre continue. S'il n'y a aucun changement, aucune acceptation politique de la part de Zelensky et de Kiev, alors la guerre continue. Et c'est vraiment la perspective à laquelle nous faisons face, et peut-être l'issue la plus probable, que la guerre se poursuive tout simplement. Je veux dire, il est évident que nous avons atteint un moment critique avec ce qui se passe à Pokrovsk. Et cette sorte de ligne de forteresse de ville dans le Donbass, qui est clairement en train de s'effondrer et de se disloquer. Et cela aura, je le soupçonne, un impact profond sur l'Ukraine. On Ukraine, I suspect. So, but that seems to be quite likely. Mais il semble que ce soit très probablement le scénario le plus probable, je dirais. Mais il ne faut pas exclure le fait que, vous savez, parfois les gens finissent par accepter la réalité et regarder la vérité en face et dire, qu'ils soient ukrainiens ou européens, eh bien, nous avons perdu la guerre. Nous l'avons perdue. Et il est vraiment temps d'accepter cela et de commencer à réfléchir à ce que cela signifie et à la manière dont nous devons nous réorienter, à la façon dont nous devons nous percevoir pour l'avenir. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire la même chose qui échoue. Nous devons commencer à repenser en profondeur notre stratégie et pas seulement la stratégie ukrainienne. Voilà où je pense que nous en sommes. So that's where I think we are. Alastair, en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine, nous savons qu'il existe certaines divergences entre la partie européenne et la partie américaine. Ils ne ressentent pas les choses de la même manière. Selon vous, quels sont les éléments les plus importants pour les garanties de sécurité de l'Ukraine, ceux qui pourraient être acceptables d'une certaine manière, et avec lesquels la Russie pourrait composer? Pensez-vous que cela soit possible dans la situation actuelle? Et en considérant Zelensky comme président de l'Ukraine, est-ce envisageable avec Zelensky, ou faudrait-il des changements radicaux au sein du gouvernement ukrainien pour y parvenir? Well, first of all, Russia has, Eh bien, tout d'abord, la Russie a, vous savez, en quelque sorte, un droit de veto sur ce qu'elle acceptera ou non. Je veux dire, c'est bien que les Européens disent, eh bien, nous allons envoyer des troupes européennes comme force de maintien de la paix. Mais la Russie a clairement indiqué que si cela se faisait sans son accord, ces troupes seraient considérées comme des combattants ennemis et tués. C'est pourquoi les Européens sont si désespérés d'obtenir, si vous voulez, le soutien des États-Unis. Alors pourquoi envoie-t-il un nombre aussi inefficace de soldats? Je veux dire, l'Europe peut probablement rassembler au maximum 25 000 ou 30 000 soldats, mais la ligne de contact fait près de 2000 km de long. Et vous savez, cela nécessite bien plus de troupes que cela, rien que pour essayer de surveiller la situation. Ce qu'ils font, c'est installer des filles pièges que vous savez, soit la Russie déclenchera,
soit ils simuleront le déclenchement de ces filles pièges. Ensuite, ils diront en Amérique, non, l'article 5, vous devez intervenir. L'article 5 de l'OTAN, vous devez intervenir et gérer cela. Et vous savez, Trump et son équipe voient l'embuscade et disent, non merci, aucun soldat américain sur le terrain, je suis président, et je le dis, aucun soldat américain n'ira, ce qui signifie qu'ils ne seront pas soutenus. Alors, vous savez d'où vient tout cela? Je veux dire tout d'abord, je pense qu'il faut regarder en arrière. Il faut revenir à l'accord d'Istanbul, l'accord d'avril 2022, et celui-ci comportait des garanties de sécurité. Il prévoyait des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Personne n'en parle en Europe, bien sûr, parce que ces garanties de sécurité ne venaient pas des États membres de l'OTAN. Elles venaient d'États non membres de l'OTAN. La Chine allait être garante. La Russie elle-même allait être garante. Probablement que l'Inde aurait été garante. Qui d'autre? Je ne sais pas. Mais il y aurait eu d'autres garants, si vous voulez. Et les garants auraient également supervisé le niveau des effectifs militaires de l'Ukraine, le type d'armes qu'elle possédait, et auraient eu un droit de veto sur tout traité que l'Ukraine aurait conclu avec d'autres États, des États étrangers. Voilà le type de garantie de sécurité auquel les Russes pensent. Et je pense que Trump en a été informé de ce qu'il pense, probablement par Poutine. Et vous savez, il ne trouve pas cela déraisonnable. Il sait que si l'OTAN intervient, alors, vous savez, son équipe MAGA va devenir folle. Ils diront que nous sommes sur la voie de la Troisième Guerre mondiale. Donc il ne veut pas d'une guerre de l'OTAN contre la Russie. Et si la Chine est prête à faire cela, et que d'autres États sont également prêts à fournir une forme de garantie de sécurité, où est le problème? Donc je pense que tout ce que nous avons entendu sur les garanties de sécurité, et Witkoff revient en disant que les Russes sont ouverts à ces choses. Je pense que les Américains manipulent la situation. Je veux dire, je ne crois pas que nous sachions que les Russes n'ont pas suggéré cela, des échanges de territoires. Comment pourrait-il y avoir des échanges de territoires au sein de ces 4 oblasts? Parce que c'est inscrit dans la Constitution. Ils font désormais partie de la Russie sur le plan constitutionnel. Et le texte dit en fait que les habitants de ces 4 oblasts sont à jamais russes. C'est ce qui est écrit dans le texte même de la loi qui les a intégrés à la Constitution. Donc, même si Poutine le voulait, il ne pourrait pas changer cela. Il faudrait passer par tout un processus devant la Cour constitutionnelle, etc. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose que les Européens poussent autant qu'ils le peuvent pour que Trump accepte la présence de troupes françaises ou britanniques sur le terrain. British troops on the ground. But first of all, it doesn't make much sense because Mais tout d'abord, cela n'a pas beaucoup de sens, parce qu'ils disent « Oh, eh bien, nos troupes seront très en arrière ». Mais la Russie a dit très clairement « Peu importe où vous êtes en Ukraine, si vous êtes en Ukraine, nous vous tuerons ». Donc, je veux dire, je ne pense pas que ça va fonctionner. Je n'ai vu aucun signe, pendant cette période, d'un quelconque recul de la part de la Russie sur les engagements qu'elle a pris le 14 juin, lorsque Poutine s'est exprimé au ministère des Affaires étrangères en Russie et qu'il a exposé les conditions pour des cessez-le-feu et les objectifs de la Russie. Il a également exposé les conditions pour, si vous voulez, la dénucléarisation et la démilitarisation des forces armées. Et puis nous entendons aussi d'autres récits. Tout cela, c'est ce que j'entends par bruit. Toute cette affaire est saturée, et tout ce bruit provient de sources américaines qui peuvent être favorables ou non à un accord issu de cette situation. On entend donc dire qu'ils auraient dû obtenir des garanties. Ils avaient des garanties parce que l'Ukraine a abandonné ses armes nucléaires en échange de garanties de l'Occident. C'est absurde. L'Ukraine n'a abandonné aucune arme nucléaire. Il s'agissait d'armes soviétiques.
et les soviétiques les ont retirés. C'est tout. Il n'y a eu aucune arme nucléaire ukrainienne abandonnée à qui que ce soit. Elles ont simplement été retirées. Donc bien sûr, il n'y avait aucune garantie de sécurité concernant l'abandon d'armes nucléaires. C'est absurde. Donc je veux dire, il y a beaucoup de ce bruit et une tentative de façonner la politique américaine et la perception du public américain de ce qui est possible. Et Trump doit gérer cela. L'une des façons dont il s'y prend, ce qui est très frustrant, je pense, c'est comme je l'ai dit, de remplir l'espace d'information avec des choses qui sonnent d'une certaine manière puis différemment le lendemain. Et tout le monde est un peu incertain. Mais vous remarquerez, et je pense que c'est ce qui confirme mon impression de ce que je vous ai dit, que les Russes sont très prudents. Ils ne sortent pas pour contredire Trump à chaque fois qu'il fait une déclaration ici ou une déclaration absurde. Ils ne le font pas. Il leur arrive parfois de faire une déclaration très claire. Par exemple, il n'y aura pas de force de l'OTAN en Ukraine. Mais ils n'essaient pas, vous savez, de marquer des points ou de dire quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est même l'inverse. Ils restent silencieux. Vous savez, c'est l'autre partie de l'accord. Poutine prend la responsabilité de forcer un résultat et Trump essaie de gérer la sphère occidentale s'il le peut. Je veux dire, ce n'est en aucun cas certain. Il y a tellement de choses contre lui. Et ces affaires comme Epstein ne disparaissent pas. Elles reviennent sans cesse. Et on nous dit qu'elles vont revenir après la fête du travail aux États-Unis, avec d'autres actions visant à remettre Epstein au premier plan. Et il est très frustré. Trump est clairement très frustré. Et je pense que on entend de la part de quelqu'un qui parlait avec des gens de l'aile ouest, ils ont dit, vous savez, il a juste l'impression, vous savez, il ne voulait pas se replonger dans l'affaire ukrainienne parce que c'est inextricable. Mais il a dit, je dois le faire, je vais le faire. Je dois donner quelque chose aux gens du MAGA. Je veux dire, il doit aussi résoudre ses propres équations politiques. Et les partisans du MAGA sont de plus en plus en ébullition. Je veux dire, pas seulement à cause d'Epstein. Epstein touche à quelque chose, vous savez, qui concerne le MAGA, contrairement aux jeunes Américains en général, mais les gens du MAGA viennent d'une communauté qui va généralement à l'église et qui est conservatrice dans sa façon de penser. Et la maltraitance des enfants est tout simplement abominable. C'est un autre degré d'horreur, tellement ignoble que les gens, vous savez, ne peuvent tout simplement pas. Oui, vous savez, on a dit à ces gens, eh bien, vos dirigeants, les chefs du Congrès, etc., ils vous mentent. Et ils doivent en quelque sorte vivre avec ça. Ils savent que les politiciens mentent. Ils savent qu'ils volent. Ils savent qu'ils accumulent beaucoup d'argent et ils vivent avec cela. Mais abuser de petits-enfants, cela ne fait absolument pas partie de cette catégorie. Donc, cela reste encore. Et l'une des choses qui s'est produite juste avant que cela n'éclate, c'est qu'au Royaume-Uni, un livre est sorti sur le prince Andrew et cela a provoqué un scandale en Grande-Bretagne. Le livre se concentre principalement sur les appétits sexuels du prince Andrew et ses magouilles financières. Mais il évoque aussi Trump et Epstein, ainsi que la connexion entre eux et leur manigance commune, principalement autour des femmes et en particulier de la princesse Diana, qui pourrait l'approcher en premier. Donc voilà. Et encore une fois, cela revient. Trump affirme « Je ne connaissais pas Andrew ». Mais il existe des centaines de photos prouvant qu'il connaissait bien le prince Andrew. Et Andrew était une figure incontournable de la scène new-yorkaise. Pour ceux qui voulaient gravir les échelons de la hiérarchie sociale, un membre de la famille royale britannique représentait une sorte d'atout maître à jouer.
Donc, beaucoup de gens, y compris Trump, le connaissaient probablement et le voyaient comme un aimant capable d'attirer d'autres personnes qui les intéressaient. Ensuite, Melania a intenté un procès contre le fils de Biden pour avoir suggéré que c'était Epstein qui l'avait présenté à Trump. Donc, encore une fois, cela revient dans la sphère publique. Et je pense qu'il se demandait, comment puis-je me débarrasser de ça? Comment puis-je me libérer d'Epstein? Comment puis-je échapper à ces gens du Sénat qui essayent de reprendre le contrôle du Parti républicain? Comment puis-je me libérer de toutes ces personnes? Comment puis-je échapper à l'emprise de l'État profond qui va tout faire pour me détruire? Eh bien, il envoie Witkov à Moscou pour demander une rencontre urgente avec Poutine. Je pense qu'il y a eu des discussions via la Biélorussie depuis un certain temps déjà. Mais, comme je le dis, ce n'est pas un plan détaillé pour une solution politique. Cela ne précise pas à qui appartiendra telle ou telle terre, ni comment cela doit être réalisé. Mais c'est une compréhension intellectuelle de base, si l'on veut, qui est la suivante. Je ferai le gros du travail avec les Européens et autant que possible avec ces forces américaines. Poutine, fais-le simplement. Vas-y, fais-le, termine, et ensuite nous pourrons régler tous les détails plus tard. Alastair, quand vous regardez l'Europe et ses dirigeants, pensez-vous que leur priorité soit l'architecture de sécurité de la région? Voyez-vous des signes montrant qu'ils s'en préoccupent? Oui, je veux dire, ils voient cela simplement à travers un seul prisme, la Russie. Mais la considèrent-ils vraiment comme une menace? Oui, mais pas de la manière dont nous l'imaginons. Tout le monde peut comprendre que la Russie n'a ni la capacité ni l'intérêt d'envahir l'Europe. D'ailleurs, l'une des choses qui a été évoquée, je ne suis pas sûr que ce soit très connu du public, mais l'une des choses qui a été dite, je ne sais pas si cela vient de Poutine lui-même, mais dans ces cercles-là, c'est que oui, nous pouvons aussi offrir des garanties de sécurité. Nous pourrions modifier la constitution russe pour interdire toute invasion de l'Europe. Ainsi, nous pouvons offrir des garanties de sécurité à l'Europe. Mais à part cela, c'est assez évident. La dernière chose qu'ils veulent, ils ont assez de terre, ils ont assez de ressources. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'être responsables. Ils ont déjà essayé une fois d'être responsables d'un tas d'Européens querelleurs. Ce n'est pas une bonne position. C'est ce qui a mené à la fin de la guerre froide. Donc je veux dire, vous savez, ils se souviennent de la Tchécoslovaquie, de Prague, de toutes ces choses. Non, certainement pas. Les Européens, dans une partie de leur conscience, comprennent cela très clairement. Ils comprennent aussi que l'Europe est loin d'être, et ne sera pas, avant des années, en position de faire quoi que ce soit contre la Russie, même si elle le voulait. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, tout tourne autour du fait que les Européens ont vraiment construit tout le projet politique, tout le projet européen, tout le projet mondialiste, autour de l'idée de l'Ukraine, et que l'Ukraine est un État européen, ce qu'elle n'est pas. C'est un État slave. Qu'elle soit un État européen, et que vous savez, tout changement à cela menace l'Union européenne, menace le projet politique européen. Le projet politique européen se fragmente de toute façon. Mais ils sont maintenant désespérés de tenter de le maintenir intact. Vous savez, c'est comme en Amérique. L'Union européenne est un énorme fonds de roulement, un fonds de corruption, de l'argent qui circule, du blanchiment d'argent, de l'argent qui revient aux politiciens, aux projets législatifs, et ainsi de suite. Il y a une énorme circulation d'argent qui a lieu en Europe, à Bruxelles, tout comme à Washington. C'est vraiment une gabegie. Ils sont donc désespérés de maintenir le système en place, car ils savent qu'ils sont de plus en plus coupés de leurs électeurs. Leur électorat déteste vraiment, j'irais même jusqu'à dire méprise, les élites,
les élites technocratiques en Europe. Ils pensent que les élites considèrent les Européens ordinaires avec mépris, ce qui est vrai, et le peuple leur rend ce mépris. Aujourd'hui, la situation devient très grave. L'économie se contracte tellement, elle est vraiment au bord du gouffre, que de nombreux Européens, même ceux de la classe moyenne, peinent à joindre les deux bouts. Ils peinent vraiment. Les prix augmentent. Le coût de la vie dans des endroits comme le Royaume-Uni et Londres est tout simplement insupportable. Il y a donc d'énormes tensions. Et puis il y a l'immigration. Et c'est là le cœur de la crise politique qui s'annonce. Alors l'Ukraine, quel rapport avec l'immigration? Aucun. C'est l'immigration qui menace de faire exploser le Royaume-Uni. Il pourrait bien y avoir des violences cet été. Peut-être qu'ils s'en sortiront. Mais pour la plupart des pays européens, ce n'est pas seulement un sujet brûlant. C'est devenu, vous savez, une question existentielle à mesure que les gens perdent leur emploi. Et l'une des choses qui saute aux yeux, et qui devrait être évidente partout, c'est qu'il n'y a pas de bons emplois. Vous savez, on peut parler à des gens de 30-35 ans, sans même parler du jeune de 22 ans qui sort de l'université avec un CV vierge. Ils disent, et les jeunes disent, « Écoutez, on ne peut même plus décrocher un stage maintenant. » Parce que les gens disent, « Vous avez eu votre diplôme où? Ah, laissez tomber. Vous pensez vraiment que ça va me donner envie de vous embaucher? » Avez-vous de l'expérience? Regardons votre CV. Aucune expérience. D'accord. Vous n'avez fait aucun stage? Non. Donc il y a vraiment un problème pour trouver un emploi. Voilà où réside le désespoir. Oubliez la Russie. Oubliez l'Ukraine au final. Bien sûr, tout cela est mis en scène. Vous savez, on crie guerre, guerre contre la Russie. Il nous faut la conscription. Il nous faut une grande armée pour combattre la Russie. C'est absurde. Le vrai désespoir vient du fait que la seule chose qui maintient ce projet européen, c'est d'agiter le drapeau ukrainien et de dire que l'Ukraine fait partie de l'Europe. Et c'est artificiel, parce que comme le montrent la génétique et la linguistique, l'Ukraine est tout aussi slave que la Russie. Ce n'est pas un pays européen si cela a du sens de façon évidente. Je veux dire, il peut y avoir différentes ethnies en Europe, mais ce n'est pas, vous savez, manifestement une partie du continent européen. Donc des factions se forment. L'élément clé, c'est que l'énergie est tellement coûteuse en Europe. Et puis, von der Leyen a fait cette concession abjecte à l'Amérique. L'Europe va acheter du gaz naturel liquéfié à environ 5 ou 6 fois le prix du gaz acheminé par pipeline. Elle a promis d'envoyer des milliards. Et en même temps, l'Europe a accepté d'imposer une taxe de 5% à tous les Européens pour acheter des armes américaines via le complexe industriel. La soi-disant OTAN doit s'engager à défendre l'Europe, ce qui revient à consacrer 5% de tous nos revenus à l'industrie militaro-industrielle des États-Unis. Bien sûr, ils vont essayer de développer cela en Europe, mais cela prendra 20 ans pour opérer un tel changement. Et l'Europe n'est plus vraiment un centre industriel. Elle l'est dans une certaine mesure, oui, mais pour opérer ce basculement, que va-t-on faire? Mercedes-Benz va-t-elle simplement produire des chars à l'avenir? Ce n'est pas si simple, et ils vont financer cela par la dette. Or, le problème, c'est que la dette devient toxique. Elle devient un vrai problème. La situation budgétaire de la Grande-Bretagne et de la France est drastique, vraiment grave. Voilà le problème. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. C'est le fait que l'Europe se dirige vers une récession majeure. Son économie, en particulier l'économie allemande, est en déclin, mais toute l'Europe est en déclin. Et oui, il y a la classe des élites, et elle est assez peu touchée par cela. Si vous regardez les hôtels, si vous regardez cette saison des vacances, les hôtels vraiment haut de gamme, 1 000 € la nuit ou 6 000 € la nuit, sont pleins. Après cela,
La plupart des autres sont à moitié vides. Regardez la France. La moitié des restaurants sont à moitié vides. Il se passe clairement quelque chose. C'est pareil partout en Europe. Regardez les restaurants. Ils sont à moitié vides. Non, je veux dire, si vous allez chez Michelin, vous savez, les endroits branchés haut de gamme où tous les oligarques sont assis à table, eux, ils s'en sortent bien. Mais c'est un tout petit secteur et le reste est en difficulté en ce moment. Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas vraiment à propos de la Russie, sauf que c'est en quelque sorte leur bannière sous laquelle ils essayent de maintenir leur position, de préserver leur capacité, parce qu'insister sur le soutien à l'Ukraine est un moyen de faire taire l'opposition. Cela et Gaza sont les moyens qu'ils utilisent pour étouffer l'opposition. Comme vous le savez, Gaza est absolument utilisé en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne pour empêcher toute déclaration ou toute critique de l'action du gouvernement. Alastair, penses-tu que l'Europe peut se gérer seule sans les États-Unis? Parce qu'il me semble qu'ils tiennent désespérément à la poursuite du conflit en Ukraine pour pouvoir garder les États-Unis en Europe. Ils peuvent ainsi maintenir les liens entre les États-Unis et l'Europe. Et d'une certaine manière, l'Ukraine sert de prétexte pour continuer et poursuivre le plan en Ukraine afin de préserver la connexion entre l'Europe et les États-Unis. Ils ont déjà fait beaucoup. Si tu regardes les bons du Trésor américain, tu vois que le Royaume-Uni en achète et que la courbe monte, tandis que les avoirs chinois en obligations diminuent. Et qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Veulent-ils vraiment être une puissance ou veulent-ils simplement être une sorte de vassal des États-Unis? Parce que c'est crucial pour l'avenir de l'Europe. Réfléchis-y. Vous savez, je pense que l'image renvoyée par la Maison-Blanche ces derniers jours, la file d'attente des dirigeants européens, l'élite assise sur de petites chaises dans le couloir en attendant leur tour pour parler au président. Je veux dire, pour l'Europe, c'est la fin. L'image donne la fin de l'idée que l'Europe est autre chose qu'un simple système réglementaire, un système de contrôle d'un marché, qu'elle n'a pas de pouvoir politique. Elle est en désaccord avec la Chine, elle est en désaccord avec Trump. En réalité, ils essayent de revenir sur Trump, de le ramener en arrière et d'imposer leur volonté à Trump, mais ils n'ont aucun poids politique réel. Ils sont considérés avec mépris par la Russie. Les Russes ne veulent même pas parler aux Européens. Et maintenant, ils ont eu l'exemple, vous savez. Alors qu'ils ont passé tout ce temps à ne pas parler à la Russie, à ne pas traiter avec la Chine, regardez ce qui se passe. Le président des États-Unis invite la Russie aux États-Unis et l'accueille là-bas avec tous les honneurs. Je veux dire, cela les fait paraître vraiment stupides. Donc non, je ne pense pas que ce sera un sujet politique. Mais ce qui est pire, c'est que les Européens commencent à comprendre, je crois, ce qu'a dit la secrétaire au Trésor Yellen l'autre jour. Elle a dit que nous allions considérer l'Europe comme une sorte de fonds souverain américain. Ainsi, les Européens vont financer notre réindustrialisation de l'Amérique, soit en envoyant leurs entreprises là-bas, soit les entreprises européennes viendront, soit nous utiliserons des droits de douane et d'autres moyens pour forcer les Européens à réindustrialiser l'Amérique. En d'autres termes, il s'agit d'une nouvelle forme d'appropriation qui ne passe pas par le Congrès. Et ils financent cela de manière très étrange, soit par des bitcoins, soit par des monnaies numériques spéciales qui ne sont pas régulées et qui vont être assez distinctes. Mais cela va constituer une nouvelle masse monétaire entrant aux États-Unis. Et beaucoup de gens achètent ces stablecoins à $1 pièce, pensant que c'est une bonne affaire. Mais bien sûr, ils ne sont adossés à rien. Vous savez, le prospectus indique, eh bien oui,
nous détenons quelques bons du Trésor américain en réserve. Et c'est ainsi que ceux qui vendent ces stablecoins gagnent de l'argent, parce qu'ils empochent tous les intérêts sur les bons du Trésor américain, sans en reverser aucun. Les stablecoins sont simplement libellés exactement à $1. The things are just denominated at $1 exactly. And so, it is in effect a Ponzi scheme. Et donc, vous savez, c'est en réalité un système de Ponzi, car dès que les gens arrêtent d'acheter ou commencent à demander leur argent en dollars et non plus seulement en jetons, alors ces systèmes devront commencer à vendre des bons du Trésor américain. Et c'est ainsi, généralement, que ces systèmes s'effondrent. Donc le système financier américain n'est pas beaucoup plus solide que le système financier européen. Mais eux, comme Rome à l'époque de l'Empire, se replient sur la capitale romaine, et les provinces vont devoir financer Rome impériale ou Washington impérial. Et je doute, d'après tout ce que je viens de vous dire avant que vous ne me posiez la question, que les Européens aient vraiment les ressources nécessaires pour cela. Tel quel, le système craque déjà sous le poids. As it is, it's creaking under the weight. I mean, put bluntly, the Europeans can't finance. Pour dire les choses franchement, les Européens ne peuvent pas se financer eux-mêmes à ce stade. Littéralement, ils ne peuvent pas se financer. Les coûts de maintien du système auquel les Européens se sont habitués, l'État-providence, si vous voulez, le filet de sécurité, les services de santé, tout cela est devenu tellement coûteux. Et puis ils doivent payer pour tous ces immigrés. Vous avez vu qu'il y a eu des émeutes devant des hôtels au Royaume-Uni. Cela a finalement été réglé devant les tribunaux la veille, après des protestations quotidiennes contre cette série d'hôtels qui avaient été réquisitionnés par des immigrés, en particulier après qu'une petite fille a été agressée par l'un des résidents. Maintenant, les tribunaux ont décidé qu'ils devaient tous partir. Et le gouvernement ne sait pas quoi faire à ce stade. Donc vous voyez, ce sont des tensions qui ne cessent de s'accumuler. Mais c'est la réalité financière qui sous-tend tout cela. Et tout comme l'Amérique l'a constaté, elle ne peut plus se financer comme auparavant. Elle ne peut plus se permettre, vous savez, autant de bases militaires à travers le monde et toutes ces opérations. Ils doivent faire face à une situation budgétaire qui est hors de contrôle et à une dette qui augmente à un rythme d'environ 1000 milliards tous les 3 semaines. Je veux dire, les paiements d'intérêts sur la dette, je parle bien des intérêts, pas de la dette elle-même, augmentent encore plus vite. Mais comment gèrent-ils cela concrètement? Comment font-ils face à cette situation? Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas, et l'Europe non plus. Elle ne peut plus se permettre ce luxe. Alors, peut-elle aussi se permettre l'Amérique? Va-t-elle payer pour l'État-providence américain et pour les aventures militaires des États-Unis? C'est ce qu'on leur demande de faire. C'est le message qui vient d'Amérique et d'ailleurs, disant, vous savez, nous vous imposerons des droits de douane si vous ne vous conformez pas, ou nous vous sanctionnerons. Et donc, les droits de douane serviront à rembourser une partie de notre dette. En réalité, une grande partie de ces droits de douane sera payée par les Américains eux-mêmes. Ce ne seront pas nécessairement les Européens qui paieront ces droits de douane. Ce sera, dans une certaine mesure, un compromis. Alastair, avant de conclure la session, j'aimerais vraiment poser une question sur le Caucase du Sud. Nous avons appris que l'Iran et l'Arménie discutent d'un nouveau corridor reliant l'Iran à la mer Noire, ce qui va à l'encontre des idées promues par les États-Unis, comme le corridor du Zangezur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'un autre côté, il semble que les Israéliens et Netanyahou se trouvent dans une situation où ils pourraient également attaquer l'Iran. Cela soulève la question de l'importance de la région. L'Arménie et l'Azerbaïdjan pourraient à nouveau être utilisés pour attaquer l'Iran. Comment voyez-vous ces développements? Juste avant de monter, nous avons appris qu'il existe un nouvel accord entre l'Iran et la Biélorussie.
Ils parlent d'améliorer leurs relations dans tous les domaines, sécurité, défense, tous ces secteurs. Comment percevez-vous la région, le Caucase du Sud et ce qui s'y passe? Well, as, if you like, America. Eh bien, si vous voulez, les Américains, ou du moins, vous savez, l'État profond, sont quelque peu divisés aux États-Unis sur la marche à suivre, dans la mesure où il existe une russophobie profonde et ancienne dans certaines parties du pays. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et il y a l'autre partie de l'État profond qui observe la Chine, constate sa croissance extraordinaire depuis son entrée à l'Organisation mondiale du commerce, et en a tiré la conclusion que la Chine, si elle poursuit cette trajectoire, qui a été très ascendante et est sur le point de devenir exponentielle, sera impossible à arrêter. Il n'y a rien que l'Amérique puisse faire pour empêcher la Chine de dépasser les États-Unis en tant que puissance économique dominante dans le monde. Et cela effraie énormément les Américains. Il y a donc une sorte de lutte qui se déroule au sein de l'État profond entre ces deux visions. D'un côté, certains disent « Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. La situation va bientôt devenir exponentielle dans le domaine technologique et dans la capacité de production de la Chine, donc nous n'avons pas beaucoup de temps. » Et plus on insiste pour intensifier le conflit en Ukraine, plus on s'adresse à leurs collègues de l'autre côté de la table, qui font pourtant partie du même État profond, en disant « Oui, mais il faut infliger une défaite à la Russie. La Russie doit comprendre que l'OTAN l'a vaincu, que nous sommes forts et qu'ils sont faibles. » Et les autres répondent « Oui, mais, vous savez, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Rand Corporation qui a affirmé que l'Amérique n'a pas les moyens, ni financiers ni militaires, de mener plus d'un conflit à la fois aujourd'hui. Et alors, laquelle va-t-on choisir? Il y a donc ce débat en cours. Mais pendant ce temps, cet État profond se renforce. Si ce n'est pas possible, si nous ne pouvons pas changer la position actuelle de Trump sur l'Ukraine, il va intensifier les pressions partout sur la Russie, y compris via l'Iran. L'Iran est principalement l'élément clé. Ce qui se passe en Azerbaïdjan correspond précisément à un plan visant à établir un corridor, promu par la Turquie, car une grande partie de l'élite azerbaïdjanaise est d'origine turcique, menant jusqu'à certaines régions d'Asie centrale, qui sont également turciques. Il y a toute cette idée d'Erdogan, selon laquelle il existe une sphère turcique qui s'étend jusqu'à l'Oural et au-delà. Leurs langues peuvent sembler très différentes, mais elles sont essentiellement une seule et même langue, le turcique. Il a donc été utilisé par l'OTAN pour promouvoir cette idée avec l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan agit de manière très dangereuse. Tout d'abord, en apportant un soutien, pas nécessairement direct, mais en permettant à Israël, et en soutenant, en facilitant l'attaque d'Israël contre l'Iran le 13 juin, en fournissant son espace aérien et en autorisant des attaques à distance contre Téhéran, en passant par l'espace aérien azerbaïdjanais, jusqu'à la mer Caspienne, et en tirant de là vers Téhéran. Mais c'est aussi l'Azerbaïdjan, encore une fois inspiré, je le soupçonne, par, vous savez, il y a maintenant l'une des plus grandes ambassades américaines au monde en Azerbaïdjan. Et la Grande-Bretagne y est aussi. Vous souvenez-vous de l'attaque en toile d'araignée contre les avions nucléaires stratégiques russes il y a quelques mois, je crois? Des conteneurs et des camions prépositionnés avaient été installés avec des toits coulissants afin de pouvoir lancer des drones contre les avions stratégiques à capacité nucléaire de la Russie. Ce qu'on m'a dit, je ne peux pas le confirmer, mais c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une vaste rafle d'Azéris à l'intérieur de la Russie à ce moment-là, et que les Russes pensent, à tort ou à raison, que les organisations criminelles azéries, bien connues en Russie et présentes depuis un certain temps,
était derrière le prépositionnement de certains de ces drones prêts à être lancés contre la flotte stratégique. Et la Russie n'est pas du tout contente de cela. Vraiment pas contente. Russia is pretty unhappy about that, very unhappy about it. So on the one hand, Azerbaijan. D'un côté, l'Azerbaïdjan et une Arménie désormais plutôt orientée vers l'OTAN sont parvenus à un accord pour tenter d'ouvrir le corridor de Zangezur et ont effectivement, vous savez, la proposition consiste en un bail de 99 ans sur ce corridor. Et ils affirment que cela sera sécurisé. Je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais à l'origine, il était dit qu'il y aurait 1000 soldats américains pour sécuriser le corridor, qui longe la frontière iranienne. Ensuite, ils continueraient vers les régions turciques, le Kazakhstan, etc., créant ainsi un corridor allant de la Méditerranée, traversant la Turquie, passant par Bakou et au-delà. Et pour l'Iran, c'est un casus belli. C'est une cause de guerre. Ils n'accepteront pas que des troupes américaines, l'OTAN, s'installent à leur frontière nord. Et il semble que la Russie joue son rôle, car comme vous l'avez vu tout récemment, en fait il y a seulement quelques jours, la destruction des raffineries à Odessa et des réservoirs de carburant, d'énormes réservoirs de carburant. Je veux dire d'énormes explosions ont eu lieu. Eh bien, ceci appartenait à SOCAR, qui est la compagnie énergétique azerbaïdjanaise, une grande entreprise du secteur. Et auparavant, 2 raffineries en Ukraine ont également été détruites par la Russie, qui, d'après ce que je comprends, appartenait personnellement au président de l'Azerbaïdjan, Aliyev. Il s'agit donc d'une pression exercée sur l'Azerbaïdjan par la Russie maintenant, car c'est une grosse perte. C'était le point de transit pour le pétrole léger azerbaïdjanais à destination de l'Europe, mais aussi d'Israël. Et cela a été complètement détruit ces derniers jours. Et bien sûr, maintenant, l'Ukraine riposte, si l'on peut dire. Elle détruit l'oléoduc vers la Hongrie. Le pipeline pétrolier vers la Hongrie et la Slovaquie a été détruit. Donc nous sommes en... Vous savez, c'est une véritable guerre. C'est pas à la une des journaux. Le monde n'y prête pas beaucoup attention. Il y a cela. Et Israël essaie bien sûr de créer un autre corridor qui irait directement près de l'Iran, appelé le corridor David, qui part effectivement de la région du Golan, traverse Soueïda, puis remonte vers l'Iran, de Soueïda à travers la zone kurde de Syrie, puis passe par Al-Tanf et remonte vers cette région. Ils ouvrent donc une autre sorte de corridor pour qu'Israël se rapproche de l'Iran et se mette en position. Et les Américains parlent, vous savez, peut-être d'une invasion azérie ou d'une invasion baloutche ou quelque chose comme ça. L'Iran. Israël comprend que tout cela prépare quelque chose de grand. Et vous avez demandé, une guerre arrive-t-elle? On dirait bien. Je veux dire, cela n'a pas beaucoup de sens car les capacités de missiles iraniennes ont été démontrées. Ils ont attaqué Israël comme jamais auparavant et ont causé de vrais dégâts. Et je veux dire, ce qui change la donne, c'est la précision. Ils peuvent faire atterrir un missile sur un seul bâtiment sans causer de dommages collatéraux aux autres bâtiments. Donc cela n'a pas beaucoup de sens. Mais il semble que les Israéliens prennent peur à l'idée que les Chinois fournissent à l'Iran des systèmes de défense aérienne, ceux qui ont été si efficaces, si l'on veut, pour abattre les avions Rafale indiens, plusieurs d'entre eux. Et donc ils prennent peur. En réalité, tout ce discours sur la destruction totale des défenses aériennes de l'Iran n'est pas vrai. Je veux dire, ils disent « Oh, eh bien l'Iran n'avait que 2 S-300, c'est tout ». Je ne pense pas que ce soit vrai. Et s'ils obtiennent ces systèmes chinois, et il y a certainement eu, vous savez, on a vu des vidéos de ces avions cargo arrivant de Chine, donc ça pourrait être vrai. Je ne peux pas le confirmer. Mais c'est ce qu'Israël affirme et ce qui l'inquiète. Et donc, pendant que le monde est préoccupé par l'Ukraine et toutes ces choses, il crée le chaos.
Le Liban est au bord de la guerre civile. La Syrie est déjà en guerre civile. Elle est balkanisée. Et des gens y sont tués en permanence. Des milliers de personnes sont exécutées. Chrétiens, alaouites, chiites, tous sont brutalement tués et exécutés par le HTS. Je veux dire à tel point que les gens commencent, j'ai même vu un titre israélien disant « Vous savez, était-ce vraiment une si bonne idée de se débarrasser d'Al-Assad? Est-ce que nous voulions ?» Je veux dire, c'est un chaos absolu en Syrie. C'est terrible. C'est vraiment triste. C'était un grand pays. Et maintenant, ils luttent simplement pour se nourrir. Ils luttent pour tout. Et en même temps, les anciens élites de l'État islamique parlent de construire un réseau souterrain à Damas avec l'argent, plutôt que de donner de la nourriture au peuple. On peut imaginer qu'il y aura un gros contrat, et qu'une grande partie de ce contrat disparaîtra peut-être. Qui sait? Oui, exactement. Merci beaucoup, Alastair, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité dans votre émission et merci aux auditeurs pour leur patience. Oui, c'était incroyable, au fait.